J'ai une formation de neuropsychologue au départ. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un service de neurologie à l'hôpital Mont-d'Or. Et le problème auquel on était confrontés très tôt, et ainsi que tous mes collègues, c'est que certains patients échappent en fait à la prise en charge parce qu'ils ne peuvent pas être diagnostiqués en raison de leurs différences culturelles ou de leur niveau d'études. Donc les tests que nous utilisons ont été développés, adaptés par les Américains pour la plupart, traduits, adaptés en français, mais s'adressent à une population occidentale scolarisée à minima, donc qui savent lire, écrire un minimum, mais pas du tout adaptés à des personnes d'une part qui n'ont pas été ou très peu scolarisées et à des personnes de cultures différentes. Donc nous avons commencé ce travail avec le docteur Belin à l'hôpital Avicenne parce qu'il y a une forte population immigrée là-bas et de bas niveau parce qu'être étranger c'est pas forcément un problème parce qu'on peut avoir des tests édités dans d'autres langues. C'est pas seulement le problème de langue, c'est le problème du niveau d'études parce que quelqu'un qui n'a pas fait d'études par exemple n'aura pas les mêmes capacités d'abstraction que quelqu'un qui a fait des études. Et donc nous avons commencé par élaborer des tests de mémoire, parce que c'est la mémoire qui est touchée très précocement dans la maladie d'Alzheimer, donc adaptés à différentes cultures et donc utilisables avec des personnes qui n'ont pas fait ou qui ont fait très peu d'études. Donc nous avons fait d'abord des études pilotes, nous avons modifié les tests en conséquence. Et ensuite, on les a validés auprès de 600 personnes de plus de 60 ans avec le concours de la sécurité sociale. Ils étaient vus dans le centre de sécurité sociale dans le cadre du dépistage gratuit à partir de 60 ans. Et un neurologue était sur place pour faire passer ces tests. Et en cas de problème, donc, ils adressaient les personnes à l'hôpital Avicenne où ils bénéficiaient d'un hôpital de jour et d'examen complet. Alors, parallèlement à ça, donc j'ai commencé à travailler en Guyane il y a 7 ans pour faire délocaliser le DEA d'ici, de Paris-Descartes. Et mon étudiant de DEA a poursuivi en thèse. Au départ, il devait travailler sur la prise en charge des troubles de mémoire dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est avéré très tôt que on ne savait pas qui étaient les patients qu'il voyait parce que d'une part, il n'y avait ni neurologue ni gériatre. Et d'autre part, il n'y avait pas de test adapté. Donc on est reparti de zéro et cet étudiant avec moi a adapté et validé des tests de mémoire et de langage adaptés à la population créole qui vit majoritairement à Cayenne. C'était sa population. Afin d'avoir pas de certitude, parce qu'on n'a pas de diagnostic de certitude sur la maladie d'Alzheimer du vivant du patient, mais au moins avoir un minimum d'arguments en faveur d'une maladie d'Alzheimer probable. Donc ensuite, une gériatre est arrivée, donc nous travaillons également avec elle. Elle a de son côté validé également un test, donc utilisé beaucoup en métropole pour le diagnostic, puisqu'il combine le rappel libre de mots et le rappel avec aide, et c'est ce qui permet de faire la différence entre vieillissement normal et pathologique. Et ensuite, je viens très souvent depuis 7 ans en Guyane, et puis j'ai été amenée à faire des formations auprès de personnes âgées qui s'inquiètent, qui sont en bonne santé, mais qui s'inquiètent du bon fonctionnement de la mémoire, qui veulent bien vieillir, et donc je leur fais des formations sur les stratégies à utiliser pour optimiser leur performance musique. Je ne rapporte pas des trucs pour muscler la mémoire, mais des stratégies qu'ils peuvent utiliser dans différentes situations de la vie de tous les jours, dont certaines basées à base d'imagerie mentale, parce que quand on crée des images mentales, les traces musiques sont plus fortes, ou bien basées à partir de catégorisation d'éléments. Et parmi ces étudiants, entre guillemets, retraités, il y avait un Amérindien qui a attiré mon attention parce qu'il avait des capacités de mémoire spatiale
très différente des autres. Voilà, c'est un petit peu parti de là. Et cette période aussi, j'étais pas mal sensibilisée au problème de l'orpaillage clandestin et de l'utilisation du mercure par ces orpailleurs et des conséquences du mercure déversé dans les fleuves sur le cerveau. Hein, pas que sur le cerveau, mais également sur le cerveau. Voilà, donc c'est un peu l'origine de ce projet, c'est parce que les Amérindiens sont un peu hors du système, ou très peu dans le système de soins, de même que le système d'éducation. Donc si les enfants maintenant sont scolarisés, sont entrés dans le système scolaire français, parce que c'est un département d'outre-mer, les personnes âgées, parce que les personnes amérindiennes vieillissent. Je crois que c'est le département où la population, où la longévité va le plus augmenter. La population va augmenter, la longévité également. Donc des personnes amérindiennes qui vivaient jusqu'à présent, jusqu'à peu près 50 ans, commencent à mieux vivre, à vieillir, donc à vivre plus longtemps. Et commence à se poser le problème des pathologies qui augmentent avec l'âge, comme la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, ce projet est né de tous ces constats, de ces expériences sur le terrain, et comment donc adapter des tests, pas seulement au niveau d'études, mais à la culture qui est extrêmement différente de la culture évidemment occidentale et de la culture créole, parce que les tests que nous avons élaborés pour la population des villes, de Cayenne et des autres villes, n'est pas du tout adapté à la population amérindienne, au peuple amérindien je devrais dire, puisqu'il y a un peuple amérindien avec des langues extrêmement différentes. Et dans ce projet, donc, nous avons essayé d'élaborer, de valider des tests de mémoire épisodiques, c'est-à-dire qui teste la mémoire pour les événements personnellement vécus et qui est touché en premier dans la maladie d'Alzheimer. Et un test d'orientation spatiale, sachant que les Amérindiens ont des capacités d'orientation spatiale très développées d'une part et différentes des nôtres d'autre part, et que ces capacités d'orientation sont altérées également précocement dans la maladie d'Alzheimer. Et ainsi qu'au final, un test un petit peu global qui pas l'équivalent mais peut-être dans l'esprit de certains outils qu'on utilise dans le monde entier occidental et qui ont été adaptés dans plusieurs langues et cultures, même en Asie, en Afrique, pour faire une évaluation cognitive globale un peu de base qui permet ensuite de s'interroger sur un déficit éventuel et d'aller plus loin. Et donc la première étape, c'est l'élaboration du test de mémoire épisodique. Donc pour ce faire, nous sommes allés dans un village, le village le plus proche un petit peu de la population créole, qui est au bord du fleuve Oyapock, qui fait la frontière avec le Brésil. Et ce sont des personnes qui vivent près de ce village. Seuls quelques anciens parlent français. Les jeunes parlent plus français, mais les anciens ne parlent pas tous français. Et donc nous avons fait cet été un premier travail pour faire connaissance. J'étais accompagnée de Françoise Grenand, qui est anthropologue, qui travaille avec eux depuis 40 ans, donc il les connaît très bien. Et nous avons fait un travail pour leur expliquer notre démarche, pour leur demander si ça les intéressait, s'ils étaient d'accord pour participer. Donc ce s'est fait dans ce qu'on appelle le carbet communautaire. C'est une grande, on va dire, pas une cabane, enfin un carbet, c'est un lieu de vie avec un toit et des piliers, un sol, donc très ouvert, et c'est là que les gens du village se réunissent pour discuter. Et donc le chef coutumier nous a servi d'interprète pour expliquer ce qu'était la mémoire, pourquoi on s'intéressait à la mémoire, et pourquoi ça nous paraissait important de pouvoir disposer de tests, s'il le souhaitait évidemment, pour évaluer d'éventuels troubles de mémoire. Et là, nous avons ensuite fait tout un travail sur les catégorisations,
c'est-à-dire quelles sont les catégories qu'ils utilisent pour classer le monde finalement. Et c'est avéré que cette catégorisation est extrêmement différente de la nôtre. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas de catégorie d'insectes chez les Amérindiens, parce que ça leur paraît totalement incongru, parce qu'ils ont énormément d'insectes très différents. Pour vous donner une idée, je crois que la densité, c'est 20 tonnes d'insectes au kilomètre carré contre 20 kilos d'insectes au kilomètre carré en métropole. Et donc regrouper tous ces animaux sous un même terme, pour eux, ça leur semble totalement insensé. Mais par contre, ils ont des catégories pour les fourmis, parce qu'ils en connaissent 20, 30, 40, 50 sortes différentes, pour les guêpes, pour les papillons, etc. Et à cela se mêle aussi un peu Mais est-ce qu'ils ont des catégories sur le temps, par exemple? Alors, est-ce qu'ils ont des catégories sur le temps? Ça, c'est une bonne question. Le temps, c'est très difficile pour eux de le définir. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ne savent pas quand ils sont nés. Alors justement, ça me fait penser à la question à laquelle je pense depuis un moment, mais Oui. Quand le chef de tribu faisait l'intermédiaire comme ça, c'est intéressant de ce point de vue-là aussi, parce que ça les a forcément intéressés, son cerveau n'en est pas fait, on ne serait pas en train de discuter. Mais ça les a intéressés d'emblée, ou ça les a intéressés avec quand même beaucoup de questions? Parce que justement, je sais pas, leur définition de la mémoire, est-ce qu'ils ont compris, enfin, il ne s'agit pas de mettre une hiérarchie là, mais comment ils ont compris plutôt cette idée de ce travail sur la mémoire, enfin, qu'est-ce qui leur a semblé intéressant là-dedans? Enfin, où ils se sont vus eux là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand on a parlé de la mémoire et des difficultés de mémoire, il fallait être extrêmement concret, donner des exemples, et finalement, la meilleure façon de leur expliquer comment fonctionnait la mémoire, c'était de leur illustrer comment elle dysfonctionnait, comment pouvaient se traduire des difficultés de mémoire. Et la première chose qui leur est venue à l'esprit, au départ, ils fonctionnent un petit peu dans le déni, nous, on ne connaît personne qui a des problèmes de mémoire, etc. Et ils ont associé ça très vite avec la perte d'orientation, finalement. Ne plus se souvenir des lieux. Et ils ont commencé à raconter des histoires de personnes qui étaient parties dans la forêt et qui s'étaient perdues parce qu'ils avaient oublié les trajets. Donc pour eux, ils ont fait le lien entre mémoire et orientation assez rapidement. Alors oublier, et puis avec le langage, la perte des mots, la perte du langage, donc là plus la mémoire sémantique. Également des oublis de choses qui s'étaient passées. Il faut savoir que la mémoire chez eux joue un rôle très important, sinon pas de langage écrit. Donc la tradition, la transmission des connaissances se fait par l'oral. Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont plus attaché d'importance à l'orientation et aux connaissances plus qu'aux souvenirs épisodiques finalement. Bon, peut-être aussi parce qu'ils ont une vie plus assez rythmée, assez routinière finalement, où il y a peut-être moins d'occasions d'épisodes particuliers, quoi qu'il y en ait, dans des fêtes, des cérémonies, etc. Mais leur première association, ça a été avec l'orientation et leur connaissance sur le monde. Et ils ont donné des exemples intéressants sur ce qu'il fallait faire, par exemple, pour qu'un enfant... Alors, ils avaient fait la confusion entre mémoire et langage. Donc, un enfant qui... Alors, au départ, il disait qu'il n'a pas de mémoire. Et en fait, il s'avérait, pour un enfant qui a du mal à parler, donc qui ne peut pas se souvenir des mots, la légende ou la tradition veut qu'on doit leur faire boire de l'eau dans le crâne d'un oiseau qui s'appelle le cul jaune et qui est un oiseau très sociable. Donc c'est l'analogie entre ce que sait faire l'oiseau et puis le fait de boire dans une partie de son corps, dans sa tête, dans son cerveau, ce que ça peut apporter. C'est toute la symbolique de cet oiseau.
Donc, d'après eux, si on fait boire de l'eau dans un crâne de cet oiseau, l'enfant va apprendre à parler. Pourquoi? Parce que c'est un oiseau qui vit en groupe. Ils font des nids dans des arbres, des nids en paille là, qui pendent. Et ils émettent des sons, donc ils les considèrent un peu comme des perroquets qui peuvent imiter des sons humains. Donc ils sont capables pour eux de langage et de communiquer. Et si on boit dans leur crâne, un enfant qui n'y arrive pas va pouvoir le faire. Donc ils avaient quelques exemples comme ça. Et ensuite ils ont parlé d'un autre oiseau dont il ne faut pas manger la tête, parce que c'est un oiseau qui perd la mémoire. Et donc, si on le consomme, on va perdre la mémoire aussi. Parce que d'ici, s'il s'échappe, s'il part, il va pas retrouver son nid. Parce qu'il n'a pas de mémoire. Donc voilà, ils ont fait ce type d'association. Et bon, c'est comme ça qu'ils ont finalement commencé à adhérer au projet. Ce qui m'intéresse, c'est les applications cliniques de la recherche. Il y a le côté recherche qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, des fonctions cognitives, et puis il y a ce qu'on en fait après. Le fait de pouvoir l'appliquer de manière utile pour des patients. Donc ça fait partie des choses qui sont primordiales pour moi. Alors évidemment, ça m'ouvre tout un champ de réflexion sur cette partie, ce premier test, sur la mémoire sémantique et son organisation. Je pense que quand on va s'intéresser à l'orientation spatiale, je pense qu'on va aussi élargir le champ de nos connaissances, parce que pour l'instant, le peu que j'en sais, c'est qu'ils n'utilisent pas du tout les mêmes critères que nous, en tout cas en partie, pour s'orienter dans l'espace, parce que ils utilisent notamment des critères temporels. Par exemple, tel endroit, ça va être, il faut aller à tel endroit, on passe par un tel endroit, parce que c'est là que un tel a tué un jaguar il y a 3 lunes, ou quelque chose comme ça, ou 10 lunes, ou 20 lunes. Donc ils ont des critères spatiaux assez concrets, ou un système de marques qu'ils font dans les arbres avec une orientation particulière, et toujours du côté droit, par exemple, là, quand ils vont dans la forêt avec une machette, que moi je serais incapable de retrouver. Quand ils font demi-tour, ils savent que ça sera plus sur leur droite mais sur leur gauche, et pour pas confondre avec des trajets précédents où il y avait peut-être des variantes ou qui pourraient les mener ailleurs, donc ils ont une manière spécifique de faire les marques pour ne pas confondre. Et puis je pense qu'il y a la couleur de la sève, le fait que la sève ne coule ou ne coule plus de certains arbres qui leur donnent des repères, mais il n'y a pas que ça, il y a l'orientation de ces marques. Alors tout ce qui est ombre et mousse, je ne pense pas que ça soit très utile, parce qu'on est vraiment couvert par la canopée, donc le soleil pénètre très peu. Mais ils ont d'autres repères comme, je pense, des couleurs, des textures, des sortes d'écorces. Ça, il y a une variété énorme d'arbres et de plantes dans la forêt. Je ne sais pas combien de sortes de palmiers, on me l'avait dit, mais il y a un nombre impressionnant de palmiers différents, par exemple. Moi, je ne serais pas capable de distinguer, et qu'eux distinguent parfaitement. Donc, ils ont une connaissance également des plantes qui font qu'ils ont une pharmacopée aussi très, très importante. Donc, ils savent où trouver dans la forêt les plantes dont ils ont besoin, soit pour se nourrir, soit pour se soigner. Mais pour dire que le problème aussi de la prise en charge des personnes âgées va être de plus en plus difficile, je pense, parce que la population vieillit, donc on va avoir de plus en plus de cas de personnes âgées avec des troubles cognitifs. Jusqu'à présent, les anciens sont respectés, c'est les anciens du village, ils font partie du village, ils sont pris en charge par le village. Et comme les jeunes ont de plus en plus envie de partir, ont envie de liberté, de se frotter à la civilisation, à la culture occidentale, je pense qu'à un moment, ils n'auront plus envie de prendre en charge, comme ça se fait, les personnes âgées qui ont des problèmes. Ça commence à se voir dans la population créole, où il y a aussi une forte tradition. Il y a très peu de maisons de retraite, parce que les personnes âgées sont prises en charge dans la famille, ou bien vivent assez isolées si la famille ne s'en occupe pas, parce que ça fait partie aussi de la culture de ne pas se plaindre. Donc des personnes âgées déprimées, il y en a beaucoup, mais on ne le sait pas, parce qu'ils ne se plaignent pas. Et là, on commence à voir la construction de centres d'accueil et de maisons de retraite pour des personnes âgées
avec démence, hein, parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a quand même peut-être plus de démence vasculaire que de maladie d'Alzheimer ou de démence mixte, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'hypertension et de diabète en Guyane. Donc problème de démence, pas uniquement Alzheimer, qui augmente. Et je pense que chez les Amérindiens, ça va être pareil, parce qu'ils ont aussi des problèmes d'hypertension, d'obésité, etc. Donc des facteurs de risque non négligeables. Je ne souhaite pas que ces Amérindiens soient coupés de leur village et soient parqués dans des maisons de retraite. Hein. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses, mais au moins qu'ils puissent disposer d'aide, d'accès aux soins, de traitement si un jour il y en a. Parce que ça, c'est la recherche. Les chercheurs concernés espèrent qu'il y aura des traitements plus efficaces que ce qu'on a maintenant, parce que là, les traitements dont on dispose ralentissent un peu mieux la progression, mais ne soignent pas. Et puis, ils puissent avoir accès aux prises en charge, parce qu'il y a des prises en charge médicamenteuses, des prises en charge non médicamenteuses, et puis il y a le soutien aussi à l'entourage, qui est important. Parce que, je crois qu'on en a bien pris conscience en France métropolitaine et dans tout l'Occident que les aidants familiaux souffrent et que ça a des conséquences aussi sur leur santé. Donc déjà, poser un diagnostic et puis mettre en place une prise en charge ou différents types de prise en charge, ça peut quand même être un grand pas en avant. Parce que autant le but ici c'est de maintenir les personnes le plus longtemps à domicile, là c'est pareil. Alors même si le poids, enfin c'est pas du tout ce terme là, le fardeau de la maladie est plus dilué là-bas parce qu'il y a une prise en charge collective, c'est quand même pas facile non plus à gérer. Parce qu'effectivement, il y a le périmètre du village, mais les anciens peuvent se perdre, et peut-être que certains le font exprès d'ailleurs, hein, pour ne pas être un poids pour la communauté. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc voilà, tout ça paraît important dans la mesure où on espère que les traitements et l'accès aux soins et les prises en charge vont s'améliorer. L'autre partie aussi qui m'intéressait, donc je vais revenir à l'orpaillage, c'est les conséquences de l'orpaillage clandestin, parce que ces orpailleurs qui viennent du Brésil polluent la nature, font des trouilles dans la forêt, mais utilisent le mercure pour amalgamer l'or. Ils le rejettent dans les fleuves, et les Amérindiens se nourrissent essentiellement de poissons, et donc ingèrent du mercure. Et ce qui crée des problèmes. Certains bébés naissent avec des malformations et il y a une incidence sur les fonctions cognitives, notamment la mémoire et l'attention. Or, je crois qu'il y avait eu une catastrophe au Japon qui a permis de mettre ça en évidence. Donc là, avec des tests adaptés. Et en Occident, les seules études que j'ai retrouvées sur les effets du mercure, ça vient d'études de dentistes finalement, parce que des plombages avec du mercure ou mal faits, donc qui libèrent du mercure, peuvent avoir des conséquences sur les fonctions cognitives aussi. Et là, j'avais lu quelques études faites, une ou deux faites en Guyane et d'autres faites au Brésil, où ils ont utilisé des tests, des morceaux de batterie de tests, en pensant que s'ils utilisaient les parties, les sous-tests non-verbaux, c'est-à-dire les sous-tests visio-spatiaux, là, ils allaient contourner le problème de la culture, ce qui est totalement faux, parce que c'est pas seulement une question de langue, et les tests visio-spatiaux qu'on propose sont très culturellement marqués, et donc ne sont pas compris par les enfants, parce qu'ils testent c'est des enfants. Et c'est dommage parce qu'il voulait faire des corrélations entre le mercure tel que mesuré dans les cheveux et le taux de mercure mesuré dans les cheveux et les résultats au test, et qui n'ont pas mis grand-chose en évidence parce que les enfants n'arrivaient pas à les faire. Et donc là, il y aurait cette utilité également de montrer les conséquences de l'ingestion du mercure sur le fonctionnement cognitif. Et en discutant avec le maire d'un autre village près du littoral, qui s'appelle le village Awala Yalimapo, donc qui est beaucoup plus influencé par l'Occident parce que c'est un lieu touristique, parce que c'est le lieu de rencontre, de ponte des tortues luttes, donc il y a beaucoup de touristes qui viennent, ils parlent tous français.
Et ils voient l'intérêt aussi pour les enfants qui ont des troubles du développement, des troubles neurologiques, des troubles cérébraux, et ils n'ont pas d'outils pour les tester. Donc ils m'ont demandé si on pouvait aussi adapter des tests pour les enfants et pas seulement pour les personnes âgées. Donc il y a tout un champ à développer.